Le deuxième cas clinique est lui aussi un cas clinique facile au premier abord. Un cas clinique que vous devez connaître par cœur, bien évidemment, mais que tout le monde connaît par cœur. La bourse aiguë douloureuse, c'est un grand classique de l'urologie, c'est une des rares urgences urologiques. Dites-vous bien que tout le monde saura gérer ce cas clinique. Ce qui distinguera les étudiants entre eux, ce n'est pas la connaissance du cours, c'est la méthodologie. De bien comprendre les points essentiels de la prise en charge et de bien comprendre le cas clinique et ce qu'on vous demande précisément. Donc, ce garçon, et là, on peut lire ce cas clinique très vite, ce garçon qui est jeune, qui est mineur, il est amené aux urgences, donc il a un problème urgent pour une douleur de la bourse gauche, donc une bourse aiguë, douloureuse, et cette douleur, on la caractérise, elle est apparue brutalement. Ce mot-là est très important. Le patient n'a pas de fièvre. Vous examinez le patient, la bourse, elle est rouge, augmentée de volume, elle est inflammatoire. Vous ne pouvez pas toucher ce garçon, il hurle. Et surtout, quand vous essayez de surélever le testicule gauche, ça entraîne une augmentation de la douleur. Cas clinique simple, le diagnostic est évident et on vous le demande. Et là, ce qui va vous distinguer les uns des autres, c'est que certains d'entre vous auront oublié de dire que c'était à gauche. Certains d'entre vous auront bien dit que c'était une torsion parce que, bien évidemment, devant toute bourse aiguë douloureuse, il faut évoquer ce diagnostic en premier. Mais ceux qui l'auront marqué auront peut-être oublié ou négligé d'expliciter, d'argumenter leur réponse. Là, ce qui était important dans les réponses, c'est que cette douleur qui est apparue brutalement est apparue sans fièvre. Alors, une douleur brutale sans fièvre, ça évoque très fortement une torsion, d'autant plus chez un jeune homme. Et le signe de Prehn, c'est lorsqu'on surélève le testicule. Si en surélevant le testicule, ça diminue les douleurs, ça évoque plutôt une infection. Si on ne peut pas toucher le patient, si rien que le fait de toucher son testicule, ça ne fait qu'empirer les choses, à ce moment-là, vraiment, c'est typique, c'est une torsion du testicule. Comment est-ce qu'on confirme le diagnostic de torsion? Là encore, c'est du cours. Vous devez tous savoir que le seul moyen de confirmer une torsion du cordon, c'est d'aller au bloc opératoire et de faire une exploration chirurgicale. On ne fait pas d'échographie, on ne fait aucun examen complémentaire, si ce n'est un bilan préopératoire en urgence. On explore ce patient le plus vite possible, donc en urgence, par voie scrotale, donc on fait une scrototomie pour voir ce que c'est. Donc c'est à visée diagnostique et ensuite ça sera à visée thérapeutique, puisque dès qu'on aura fait le diagnostic en péropératoire, on pourra traiter ce patient. Qu'est-ce qu'on voit au bloc opératoire? On peut voir typiquement la torsion. Donc vous voyez le cordon qui fait une spire, le testicule ici qui fait vraiment la gueule, qui est complètement violet. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On détord le testicule, on le réchauffe, on le met dans du sérum physiologique réchauffé, et on attend un petit peu, on regarde comment le testicule évolue. Si le testicule s'éclaircit, redevient rose, à ce moment-là, on peut le conserver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra à ce moment-là le fixer. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'orchidopexie. Ce cas de figure-là, finalement, la torsion qu'on découvre en péropératoire, c'est très peu fréquent. Le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? On ouvre le scrotum, on sort le testicule, et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de torsion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on est mauvais et qu'on se gourre à chaque fois, qu'on met les patients au bloc pour rien? Pas du tout. Ça veut simplement dire que dans un certain nombre de cas, au moment de l'anesthésie, au moment de l'induction,
bah, le testicule se détord, le cordon se détord spontanément. Ou alors, ça veut dire que c'était un autre diagnostic. Quel est le diagnostic différentiel de la torsion que vous devez connaître et que vous devez évoquer, mais que vous ne devez pas évoquer en premier, que vous devez vraiment évoquer en tant que diagnostic différentiel, c'est l'infection. Donc, si vous trouvez un testicule normal, il faut évoquer l'infection. S'il y a un petit épanchement dans la vaginale du testicule, quels que soient les signes, si le testicule est un peu rouge, un peu augmenté de volume, quels que soient les signes, vous devez évoquer ce diagnostic. Le plus souvent, c'est un testicule qui s'est tordu et qui s'est détordu spontanément. Donc dans tous les cas, si le testicule n'est pas nécrosé, on le fixe, c'est une orchidopexie, même si le testicule n'était plus tordu lorsqu'on le sort du scrotum. Typiquement, dans ce cas de figure, on voit un diagnostic différentiel qui n'est pas très fréquent, mais qui est tout simplement une torsion d'idatide. Donc, c'est évident, le testicule a une couleur normale, c'est un petit didatide qui est nécrosé, qui est à l'origine des douleurs. Il suffit de l'enlever et on règle le problème. Alors, ce patient, donc, vous avez décidé d'explorer son scrotum en urgence, mais avant, il y a plusieurs choses à faire. Là, la question est simple, c'est une question au singulier, donc encore un problème de méthodologie, c'est un élément. De l'examen physique, donc il ne s'agit pas d'un élément à l'interrogatoire, il ne s'agit pas de papier à signer, de consentement des parents, de ces choses auxquelles il faut penser, mais cette question est vraiment très ciblée et concerne l'examen physique qu'on doit préciser. Si on doit le préciser, c'est que ça n'apparaît pas dans l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on doit préciser systématiquement à l'examen physique? C'est le testicule contralatéral. Ça fait partie des choses essentielles qu'on a tendance à oublier, et c'est pour ça qu'on vous pose la question. C'est parce qu'on a tendance à l'oublier en urgence dans la vie réelle. Donc, il faut absolument examiner le testicule contralatéral pour s'assurer qu'il est là et pour le noter dans le dossier. Ou alors pour s'assurer qu'il n'est pas là et le noter dans le dossier. Pour ne pas avoir à se justifier en post-opératoire. C'est médico-légal. Si la question 3 était plus vague et vous demandait quels autres éléments on devait préciser à l'interrogatoire, enfin, ce n'était pas précisé à l'interrogatoire ni à l'examen physique, là, évidemment, vous auriez dû évidemment penser à d'autres choses. Il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier en plus de l'examen du testicule contralatéral, c'est la signature du consentement par les parents, puisqu'il s'agit d'un enfant mineur. Il s'agit de noter dans le dossier l'heure à laquelle ont débuté les symptômes. Là aussi, c'est médico-légal. Préciser de la même manière l'heure à laquelle vous avez examiné le patient et à laquelle vous avez posé le diagnostic. Vous devez à chaque fois préciser toutes ces choses-là dans votre observation. Donc vous traitez ce garçon efficacement. Donc a priori, on s'en doute, c'était soit tordu, soit pas tordu, mais vu qu'on l'a traité efficacement, c'était pas nécrosé. Puisque c'était pas nécrosé, on l'a fixé, on a fait une orchidopexie à gauche. Est-ce qu'on a fait une orchidopexie contralatérale? On ne le sait pas. L'orchidopexie contralatérale, il faut y penser. Là, on ne vous posez pas la question, mais il faut y penser. On peut la faire soit dans le même temps, soit à distance. Mais il faut la faire, il faut le préciser. Donc, vous l'avez traité efficacement. Le lendemain matin, il vous dit qui l'a mal au-dessus du pubis. Alors, il n'y a pas 36 organes au-dessus du pubis. Donc, vous devez évidemment penser à un seul diagnostic dans ce contexte en plus, qui est bien évidemment la rétention aiguë d'urine. Cette rétention aiguë d'urine, pourquoi on l'évoque dans ce contexte? Mais bien sûr parce qu'il a été opéré, qu'à chaque fois qu'il y a une anesthésie, eh bien, la vessie, elle met du temps à se réveiller aussi, elle a du mal à se contracter, et on peut se mettre en rétention aiguë d'urine. Donc ce patient,
qui a une douleur hypogastrique en post-opératoire immédiat, c'est le premier diagnostic à évoquer. Ça doit être systématique. C'est une question facile. Question suivante. Quel geste on effectue lorsqu'un patient a une rétention aiguë d'urine? On draine bien sûr les urines. On draine les urines vésicales, donc on lève l'obstacle qui est sous-vésical a priori. Et chez quelqu'un qui n'a aucune contre-indication au sondage vésical, on met une sonde vésicale. Là encore, tout le monde va y penser. Qu'est-ce qui va vous distinguer? Là, les seuls points qui étaient donnés à cette question, ça concernait la sonde vésicale. Mais je vous conseille de préciser, de développer à chaque fois pour essayer d'apporter des éléments supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait quand on pose une sonde vésicale? Lorsqu'on draine une vessie, on clampe. On clampe à partir de 500 cc. Pourquoi faire? Pour éviter l'hémorragie à vacuo. Donc il faut le marquer. Et enfin, quand on fait un traitement, quand on fait un geste thérapeutique, on surveille les patients. Donc évidemment, on surveille la diurèse. Vous lui avez mis la sonde, mais malheureusement, quelques heures après, le patient se plaint à nouveau d'une douleur, et cette fois-ci, c'est une douleur du gland. Une douleur du gland. Il vous dit que ça a beaucoup gonflé. Donc ça veut dire qu'il y a un œdème. Quand ça gonfle, il y a un œdème. À quoi pensez-vous? Quelle en est la cause? Là encore, c'est très simple. C'est du cours, c'est de la logique. Quand on met une sonde à un patient, la sonde, on la met par la verge, au niveau du gland. Un gland qui gonfle après avoir mis une sonde vésicale, ça veut dire qu'on a oublié, tout simplement, de recaloter ce patient. Donc, il a un paraphimosis. Le paraphimosis, c'est quand on n'arrive pas à recaloter un patient. Contrairement au phimosis, qui correspond à un prépuce serré, qui empêche de décaloter un patient. Un phimosis, c'est pas grave, ça se traite pas en urgence, c'est juste qu'on n'arrive pas à se décaloter, qu'on a des douleurs en érection. Un paraphimosis, c'est une urgence, tout simplement parce que le patient est décaloté, le prépuce serre le gland est serré, il souffre, il est ischémique, donc il se gonfle, il y a de l'œdème, et il est encore plus serré du coup, puisqu'il gonfle. Il est encore plus serré, donc ça augmente l'ischémie, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Si on attend trop, il y a une nécrose du gland. Donc c'est une urgence thérapeutique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réintégrer le gland à l'intérieur du prépuce. Pourquoi ce patient a fait un paraphimosis? Parce qu'il a une sonde, on a mis une sonde dans le gland, c'est un léger traumatisme, le gland gonfle un petit peu forcément, mais si on ne le recalote pas, le prépuce, s'il était un petit peu serré, va serrer le gland et ça va entraîner un paraphimosis. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce dossier simple? C'est un dossier classique, hyper classique, qui est tombé plusieurs fois à l'internat. Il faut retenir évidemment votre cours, mais ça tout le monde le saura. Ce qu'il faut retenir, c'est l'urgence, c'est l'exploration chirurgicale, c'est les différents éléments à ne pas oublier avant d'envoyer un enfant de 14 ans au bloc opératoire. Et enfin, de bien comprendre que l'infection, l'orchiépididymite, c'est un diagnostic différentiel. Ce n'est absolument pas un diagnostic à évoquer en premier. Là, on n'a pas trop cherché à vous avoir dans ce cas clinique entre infection et torsion, mais la plupart des cas cliniques tournent autour de ces deux étiologies. Il faut évoquer en premier la torsion. Les items abordés étaient bien sûr la pathologie génitoscrotale chez l'homme.